nécessaire de vous dire que lorsqu'on évoque le parcours de Madame de Lafayette, il est plutôt question de son entourage et de ses interactions sociales que de son évolution en tant que telle. Ainsi, accrochez-vous bien, parce que des noms composés, il va y en avoir. Pour vous faciliter la tâche, je m'implique à organiser tout ce petit monde dans un arbre généalogique, que je vais appeler le repère. Ainsi, s'il vous arrive de vous perdre au cours de mon récit, il vous suffira de jeter un œil sur ce dernier et vous y retrouverez. Bref, commençons sans plus tarder. Tout d'abord, il est bon de savoir que Madame de Lafayette, ou pour certains la comtesse de Lafayette, ne s'est pas toujours appelée ainsi. Cette dernière est née le 18 mars 1634, sous le règne de Louis XIII, à Saint-Germain, à Paris, en tant que Marie-Madeleine Pioche de la Verne. Son père, Marc Pioche, est écuyer issu de petite noblesse. Cultivé, sage et passionné par la littérature et l'architecture, il se charge initialement de son éducation. Il décède cependant très tôt, alors que Marie-Madeleine n'a que 15 ans, ce qui lui procura une tristesse profonde. Le reste de sa famille gravit dans l'entourage du fameux cardinal de Richelieu, et au fil des années, tisse peu à peu une toile sociale de renom grâce à leurs diverses interactions. Sa mère, Élisabeth de Pénin, fille d'un médecin de roi, est au service de Madame de Combalet, nièce de Richelieu. Son parrain, Urbain de Maillet, est maréchal de France, marié à la sœur de ce dernier, et enfin sa marraine est Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse d'Aiguillon ainsi que nièce de Richelieu. Et oui, ça en fait des titres, mais ça ne s'arrête pas là. Rassurez-vous, il est bien connu que Madame de Lafayette a gravi les échelons de par sa forte sociabilité et les relations proches de sa lignée. Cela ne vous rappelle donc pas quelque chose? Bref, parlons de ces récits plus tard. Continuons. Suite au décès de son père, Gilles Ménage, ami de ce dernier ainsi qu'historien, grammairien et écrivain français, devient le précepteur de Madame de Lafayette. Il poursuit ainsi son éducation, assujettissante, comme le serait attendu d'une femme de ce temps-là, et en devient même son ami et confident. Il lui enseigne par la suite le latin et l'italien, et nourrit ainsi la passion de cette dernière pour le monde littéraire. Les temps résolus, son éducation à son comble, Marie-Madeleine a maintenant 16 ans. Elle voit ainsi sa mère se remarier en décembre 1650 à Renaud de Sévigné, chevalier de Malte et oncle du mari de Madame de Sévigné. Ce dernier convainc la famille de sortir de Paris, où les conflits d'après-guerre de 30 ans faisaient rage, encore une fois une similitude avec un de ses récits, si vous en souvenez bien, et de venir vivre à ses côtés à Angers, auprès des Sévigné. Marie de Madeleine y rencontra ainsi Madame de Sévigné, qui n'avait que 8 ans d'écart avec elle, avec laquelle elle tisse une amitié profonde et inconditionnée. C'est ainsi que l'ascension anthropologique et diplomatique de Madame de Lafayette prit réellement son essor et que cette dernière commença à fréquenter la haute noblesse. À travers les fréquentations et accostages des Sévigné, Marie-Madeleine se place progressivement au cœur de l'intrigue de la cour et se crée un certain paraître, jusqu'à en devenir presque renommée. Marie de Rabutin-Chantal, que j'ai évoquée tout à l'heure et que nous allons nommer plus simplement Madame de Sévigné, avait déjà une place considérable parmi les courtisans. C'est une épistolière française et littéraire, connue pour son esprit vaste et ouvert. Elle présente ainsi Marie-Madeleine à son entourage et de surcroît lui permet de l'accompagner à divers rassemblements littéraires. Jeune, riche et cultivée, Marie-Madeleine prend ainsi aisément sa place parmi les femmes écrivaines et fréquente notamment les fameux salons de Madame de Scudéry et l'hôtel de Rambouillet, salon de Catherine de Rambouillet, qui mettait les femmes à l'honneur. Pratique peu populaire en ces temps-là. Elle devient par la suite demoiselle d'honneur de la régente Anne d'Autriche. Le 14 février 1655, anciennement Madame de la Vergne se marie avec un dénommé François Mottier, comte de Lafayette, et devient ainsi la comtesse de Lafayette. Voici donc la source de cette appellation, à laquelle on réfère de nos jours, de Madame de Lafayette. De plus, ce comte est un comte de renom, d'une lignée considérable, et est non seulement comté, mais aussi baron de Chauvigny et d'Espinasse, seigneur de Haute-Serre, et j'en passe. Néanmoins, contrairement dans le Princesse de Montpensier, une de ces nouvelles que nous avons étudiées en classe, quoique ce mariage fût centré autour d'un partage d'héritage arrangé par sa mère, il n'est pas issu d'une alliance forcée. Toutefois,
Cette dernière va aider non seulement elle, mais aussi sa famille à prendre du renom et à prospérer allègrement. Madame de Lafayette assure même que le comte lui rend folle amoureuse, et en voici la preuve. Dans un de ses premiers ouvrages, elle écrit par lettres dans la Revue des Deux Mondes en déclarant son amour pour ce dernier. Je cite : « Je n'ai point de chagrin, que mon époux m'adore, que je l'aime fort, que je suis maîtresse absolue. Je vous assure que la vie que je mène est fort heureuse, et je demande à Dieu que la continuation. » Et oui, Madame de Lafayette était aussi bien religieuse, catholique en l'occurrence, ce qui peut nous amener à nous poser des questions sur son impartialité, pour la princesse de Montpensier ou la princesse de Clèves, lorsqu'elle évoque les guerres de religion. Madeleine quitte ensuite Paris pour aller vivre avec son mari le comte en Auvergne. Néanmoins, elle voyage souvent à Paris pour être représentée à divers salons de littérature, tout en correspondant par lettres à ses proches et amis, l'entraînant dans l'art épistolaire et de l'écriture. Elle donne en 1659 naissance à 2 enfants, 2 fils, Louis et René Armand, mais ce qui aurait pu être source de bonheur dans leur vie semble sombrer leur passion matrimoniale. En 1660, elle décide de quitter son mari et de retourner loger à Paris. Pendant ce temps, Madame de Lafayette continue par fortune et en usant de ses liens du milieu mondain qu'elle possédait, grâce à son ancien mari, de gravir les échelons, conseillant par exemple à sa demi-sœur Louise de Lafayette, célèbre noble et amante du roi Louis XIII, de se convertir dans des fonctions ecclésiastiques en tant que sœur chrétienne, suite à sa dénonciation par Richelieu, que cette dernière connaît bien. Louise lui présente donc, par la suite, divers autres nobles de renom afin de la remercier. Parmi ceux que l'on peut nommer Henriette d'Angleterre, future duchesse d'Orléans et belle-sœur du roi Louis XIV, le grand Arnaud ou encore Huet. Sa rencontre avec Henriette représentera une des rencontres les plus importantes pour Madame de Lafayette. Et cette dernière en deviendra même sa dame d'honneur. Elle se lance par la suite dans le genre romancier de la nouvelle, récit plus court, lorsqu'elle publie une biographie sur Henriette suite à sa demande, et inscrit qu'elle a été une des individus fortunés qui lui a permis de continuer à écrire avec une plume de renom, telle qu'il lui semblait, malgré les circonstances de la société d'antan. Je cite : « Ne trouvez-vous pas, me dit-elle, que si tout ce qui m'est arrivé et les choses qui ont relation étaient écrits, cela composerait une jolie histoire ? Écrivez bien, ajouta-t-elle. Écrivez, je vous fournirai de bonnes mémoires. » Bref, pour les petits bambins en fond de la classe qui ne suivaient pas, en gros, grâce à toutes ces rencontres, la princesse a gagné un prestige considérable, et c'est pour cela qu'elle est si connue en tant qu'écrivaine. Bon, passons donc à la suite. De 1659 à 1662, Madame de Lafayette écrit et fait publier sa première nouvelle, La princesse de Montpensier, tout en gardant son anonymat et en prenant le nom de son ami poète Segret, à cause de l'impopularité des auteurs femmes en ce temps-là. Elle y compte une intrigue amoureuse, thème qui s'avérera commun à quasi tous ses écrits, peut-être de par l'importance de ce dernier dans sa vie même. Elle nous présente la liaison prohibée entre la tant convoitée Mademoiselle de Mézières et le duc de Guise. Cette nouvelle retranscrit, par le biais d'un récit réaliste quelque peu extrapolé, la vie des nobles ayant vécu à la cour de France pendant la fin de la Renaissance française et les guerres de religion. Elle en devient ainsi la première œuvre littéraire française basée sur des faits réels, tirés de l'histoire de France. En 1664, Madame de Lafayette écrit La Comtesse de Tendre, de nouveau une nouvelle, qui est d'ailleurs publiée en 1724. Dans cette dernière, elle évoque la relation amoureuse entre la comtesse de Tendre, éponyme du recueil, et le prince de Navarre. Grâce à son lien presque plus qu'intime avec La Rochefoucauld, romancier et littéraire avoué de par son recueil Maxime, publié en 1665, et son amitié avec Segret, elle écrit en 1671, avec leur soutien, son premier roman publié, Zaïd, Histoire espagnole. Anonymat, les lettres de Madame de Lafayette deviennent très convoitées, et sa plume populaire à travers les décennies. Toutefois, cette dernière reste bien discrète, de par le fait qu'elle ait toujours été plus ou moins introvertie.
Accablée par cette popularité et incertaine que ses écrits plaisent à ses adjoints, elle s'arrête d'écrire pendant un certain temps. Elle écrit dans une lettre qui est destinée à son amie de longue date, Madame de Sévigné. Le goût d'écrire m'est passé pour tout le monde. Si j'avais un amant qui voulut de mes lettres tous les matins, je romprais avec lui. Étant résolue, Madame de Lafayette ne voit que le conflit et la mort autour d'elle et finit par tomber dans une tristesse profonde, élément qu'on peut retrouver, par exemple, dans La Princesse de Montpensier. Elle s'isole de par une santé fragile et se consacre à éduquer convenablement ses deux fils, toutefois à travers des lettres, continuant de cultiver ses relations afin de conserver son tissu social. Elle se prend une dernière fois en main et se remémore les relations diplomatiques qu'elle avait auparavant. Cette situation privilégiée lui a permis d'observer les galanteries de la cour. Elle les transpose au cours du temps dans ses écrits et notamment dans son recueil posthume des Mémoires de la cour de France, et décide en 1678 d'en faire l'objet de son dernier roman d'analyse psychologique. En 1678, soit plus de 7 ans plus tard, elle publie ainsi le roman que nous connaissons bien, La Princesse de Clèves, toutefois toujours signant ce dernier d'une plume anonyme, ayant peur des critiques qui pourraient y être associées. La Princesse de Clèves est le dernier roman de Madame de Lafayette, publié en 1678 chez l'auteur Claude Barba. Le nom de l'auteur n'apparaîtra néanmoins sur la couverture de ce roman qu'en 1780, soit plus de 100 ans après sa parution. Ce dernier est composé en 4 parties que l'on peut résumer simplement. Dans la première partie, l'auteur nous introduit le contexte spatio-temporel et le milieu social dont il sera question dans le reste du roman. L'idée de société d'image et du paraître revient souvent, et les qualités morales de chaque personnage y sont analysées. Comme dans le cas de la première alliance de Madame de Lafayette, le personnage principal, Mademoiselle de Chartres, jeune parisienne, est contrainte de se fiancer au prince de Clèves, riche et bel homme qui en est tombé fou amoureux, et elle devient ainsi la princesse de Clèves contre son gré. Quelque temps plus tard, sitôt mariée, elle tombe folle amoureuse d'un homme qu'elle rencontre à la cour, qui n'est autre que le duc de Nemours. Se forme donc un conflit amoureux, intérieur, qui ne finira que dans la discorde et le malheur. La mère de la princesse de Clèves meurt, et avant sa mort interdit à sa fille de trahir monsieur de Clèves, et ainsi de suivre son amour pour le duc de Nemours. Contrainte par l'éthique de respecter cette dernière demande, la princesse ne peut affirmer pleinement son amour. Il est ainsi question, comme dans La Princesse de Montpensier, d'un amour profond mais toutefois impossible, et d'une alliance accordée par les parents qui ne peut être enfreinte. Confuse et impuissante, ainsi que passive de son propre sort, la princesse décide alors de s'éloigner de Paris. Dans la deuxième partie, Madame de Clèves finit par rentrer à Paris, suite au décès de sa chère amie qu'elle idolâtre, Madame de Tournon, et à la demande de son mari. Pendant ce temps, son amour fervent continue de brûler pour le duc de Nemours, qui renonce à une autre alliance princière. Elle souhaite à nouveau fuir, mais son mari reste très strict et l'astreint, par peur et par jalousie, de sortir sans lui en informer la raison. Monsieur de Nemours est par la suite blessé gravement pendant un tournoi, et la princesse est accablée de peur pour lui et passe le voir. Les deux se livrent à un épanchement amoureux pour la première fois, sans accepter pour autant leur statut d'amant. Néanmoins, une lettre de femme égarée, et dont elle entre en possession, laisse supposer que Nemours a une liaison. Elle découvre alors la jalousie et n'en revient pas. Dans la troisième partie, un nouveau personnage, et ainsi le détenteur d'un nouveau conflit, nous est introduit. L'oncle de Madame de Clèves et ami du duc de Nemours réalise que la lettre égarée, pensée être pour ce dernier, lui était en fait destinée. Surgit donc un conflit de malentendus et de contraintes, où l'oncle en question ne peut révéler la vraie nature de cette lettre, par peur de dévoiler son adultère, mais est aussi accablé par la culpabilité de ne pas dire la vérité à sa nièce. Il se résolut enfin à lui avouer que cette dernière lui était destinée,
mais seulement par le biais d'un mot secret, afin de ne rien révéler à la cour. Ainsi, seul le duc de Nemours, elle et lui savent maintenant la vérité. Néanmoins, M. de Clèves commence à douter de la fidélité de son épouse, et elle est ainsi contrainte de lui avouer ses ébats pour un autre homme, sans pour autant révéler son identité. Il grandit ainsi en ce dernier une jalousie profonde. Il en fait son serment de retrouver son rival en amour. Le duc de Nemours, prenant ainsi sa fuite, fait l'erreur d'indirectement révéler son identité et son amour au vidame de Chartres. M. de Clèves est donc rempli de chagrin et de haine envers les deux amants, subissant une profonde déchirure avec sa femme. Les trois acteurs de ce triangle amoureux sont ainsi retournés l'un contre l'autre, et cela ne peut que se terminer qu'en conflit, dû au remords et au trouble de passion. La dernière partie ressemble beaucoup à la fin de la vie de Madame de La Fayette, que je vais évoquer tout à l'heure. Il est clair qu'avec tout ce conflit amoureux, cela ne pouvait pas se finir paisiblement. Mademoiselle de Clèves se retire de nouveau à la campagne, cherchant ainsi une certaine tranquillité dans ce chaos. Elle devient ensuite témoin de son propre destin, lorsqu'elle apprend que ses deux courtisans se suivent de très près, et que son mari engage même des espions pour s'assurer que celui-ci s'approche pas d'elle. Nous retrouvons ainsi plusieurs points communs entre les événements de ce roman et ceux de la vie de son auteur, donc Madame de La Fayette. Il est question de va-et-vient entre Paris et les châteaux des nobles, par peur d'un tierce facteur qui pourrait mettre en jeu une relation, de conflits amoureux, d'innocence et de passivité, mais surtout d'une femme qui réussit à gravir les échelons de la société à travers ses interactions et son statut social qui croît par alliance, révélant toujours au final l'importance de la femme dans une société. Bon bah merci d'avoir écouté. Si vous avez bien écouté ma présentation et que vous n'avez pas été distrait par mes cheveux hirsutes menaçants, j'aimerais vous laisser sur deux citations qui résument plus ou moins ce que j'ai dit et qui sont très importantes. C'est des citations de deux écrivains que vous connaissez probablement, des écrivains de renom, qui décrivent parfaitement la nature des écrits de Madame de La Fayette et qui démontrent à quel point, comme nous aurions pu l'apercevoir, ces récits peuvent refléter la vie réelle ou même la vie de Madame de La Fayette, tout en les rendant universels, en y attribuant des aspects de l'amour qui peuvent parler à tous, même aux plus grands. Sa Princesse de Clèves et sa Zaïde furent les premiers romans où l'on vit les mœurs des honnêtes gens et les aventures naturelles décrites avec grâce. Avant elle, on écrivait d'un style emploué des choses peu vraisemblables. Albert Camus, Carnet, posthume, 1964. Sa simplicité réelle est dans sa conception de l'amour. Pour Madame de La Fayette, l'amour est un péril, c'est son postulat. Et ce qu'on sent dans tout son livre, La Princesse de Clèves, comme d'ailleurs dans La Princesse de Montpensier, ou La Comtesse de Tende, c'est une constante méfiance envers l'amour, ce qui bien entendu est le contraire de l'indifférence. Albert